Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de la session sur les soins palliatifs. C'est la gestion des autres symptômes reliés aux demandes. OK. Aujourd'hui, je vous parle de beaucoup de choses. On est limité, on a juste 1 heure et demie pour couvrir toute la présentation. On parle de beaucoup de symptômes en fin de vie, la façon de les soulager. On va parler des traitements pharmaceutiques, mais aussi des soins de base reliés à chacun des symptômes. On va parler de l'anorexie, la cachexie, l'asthénie. Je ne vous les nommerai pas toutes, le hoquel, l'édème, etc. Ça, c'est tout ce qu'on va voir au courant de la session, incluant les symptômes réfractaires qu'on va parler un petit peu plus loin dans la session. Puis, j'aime toujours faire une démarcation par la différence entre qu'est-ce qui est la sédation en fin de vie, qu'est-ce qui est l'aide médicale à mourir et qu'est-ce qui est l'euthanasie, parce que c'est tout différent. C'est que des concepts qui sont différents, les buts de chacun sont différents aussi. On va parler de chacune de ces 3 choses-là qu'on retrouve en fin de vie. Je vous partage des notions de pharmacologie. C'est pas pour remplacer vos politiques et vos procédures, c'est pas pour remplacer non plus les prescriptions du médecin. Vous devez quand même adhérer à vos politiques et vos procédures. J'insiste sur ce fait-là. Okay? On a parlé lundi beaucoup de la gestion de la douleur, de l'évaluation de la douleur. Lorsqu'on parle des autres symptômes, les symptômes sont très variables en fin de vie. Ça ne veut pas dire qu'une personne en fin de vie va avoir tous les symptômes. Mais les symptômes sont réels, puis c'est aussi pénible que ce que la personne nous dit qu'elle peut être, que c'est. Les traitements vont être variables selon les valeurs de culture, les croyances. Il faut respecter les valeurs de chacun. Même si parfois on ne comprend pas, c'est important quand même de respecter les valeurs et la culture de chacun. Dans certains cas, en fin de vie, il va y avoir des nouveaux symptômes qui vont s'ajouter, des nouvelles conditions qui vont s'ajouter. Dans la plupart du temps, c'est inutile d'essayer de trouver la cause exacte du symptôme. La personne, elle est déjà en fin de vie. Puis même faire des études poussées, des tests poussés, envoyer des patients pour des MRI, puis des CT scans, puis des ponctions lombaires, etc. Dans certains cas, ça pourrait même être considéré de l'acharnement thérapeutique. Souvent, les examens de diagnostic vont encore rajouter d'autres inconforts que le patient a déjà en masse d'inconfort sans rajouter quelque chose. C'est pas toujours indiqué d'essayer de trouver les causes de tous les symptômes en fin de vie. Je vous parle de l'anorexie et la cachexie. L'anorexie, c'est la perte d'appétit, puis c'est sûr que vous comprenez la différence avec l'anorexie, le symptôme, perte d'appétit, et l'anorexie mentale ou l'anorexie nerveuse, qui est une maladie. Et c'est pas du tout la même chose. Dans l'anorexie, on a vraiment une perte d'appétit. La personne n'a pas le goût de manger du tout. Ça va entraîner un état d'affaiblissement et d'amaigrissement extrême, qu'on appelle la cachexie. Même si le patient mange, son corps, il ne peut pas métaboliser la nourriture. Le corps n'a plus la capacité de métaboliser les gras, métaboliser les sucres, etc. Donc, même si le patient mange, souvent, il va quand même avoir une perte de sa masse musculaire puis une perte des tissus graisseux. C'est souvent, même si on les pousse à manger, on va augmenter d'autres symptômes comme la nausée et les vomissements. Faut pas les pousser à manger, il faut respecter quand même leur capacité d'alimentation. Il faut comprendre que l'anorexie, la cachexie, ça fait partie du processus de la mort, ça accompagne les maladies chroniques. Le fait de manger, vous savez, manger, c'est un des plaisirs de la vie. Dans ce cas-ci, le plaisir peut devenir une souffrance. Puis, il faut comprendre aussi que même si la personne mange, ça ne ralentira pas l'évolution de ses symptômes. La personne va quand même mourir, même si elle essaie de s'alimenter. Donc, point de vue médicament, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'anorexie? Il y a plusieurs choses qu'on peut recommander pour l'anorexie. La cortisone a tendance à augmenter l'appétit, a tendance à donner un sentiment de bien-être, a tendance à donner un regain d'énergie. Donc, souvent, la cortisone peut être donnée en petites doses. L'alcool, si c'est permis dans votre établissement de soins, je ne vous dis pas de prendre une brosse à tous les soirs, c'est pas ça que je vous dis. Par contre, 1 once d'alcool peut aider à ouvrir l'appétit chez certaines personnes. Les androgènes ont tendance à augmenter l'appétit aussi, c'est des hormones.
On ne comprend pas exactement pourquoi que ça marche, mais on sait que ça peut quand même augmenter l'appétit. Puis des fois, on va donner des médicaments qui ont tendance à augmenter le travail des intestins et de l'estomac. On appelle ça des agents stimulants de la motilité gastrique. Fait que le Maxeran, le Motilium, c'est des agents stimulants de la motilité gastrique. Donc, ça a tendance à faire marcher les intestins et l'estomac plus rapidement. Donc, l'estomac se retrouve vite plus rapidement. Donc, la personne a faim plus rapidement. Et ça peut aider aussi pour stimuler l'appétit. Dans les interventions de soins, on vous recommande de donner des petits repas fréquents. Là, des fois, on est obligé d'organiser des choses spéciales. Des fois, il faut demander aux familles de participer, on n'a pas le choix. Il faut éviter les choses qui sont graisseuses, les aliments qui sont très épicés, éviter les odeurs de cuisson ou éviter les odeurs fortes. Des fois, il y a des gens qui portent des parfums forts. De toute façon, dans le domaine des soins, on ne serait pas supposé de porter des produits parfumés, mais on ne peut pas empêcher nos patients de porter des produits parfumés. Par contre, c'est que vous avez un autre patient qui porte des produits parfumés qui cause des nausées à une autre personne, ça cause un problème. On essaie de respecter les préférences alimentaires de la personne. Des fois, c'est préférable de donner, au lieu de donner 3 gros repas dans la journée, de donner 6 petits repas ou donner des collations plus fréquemment. Souvenez-vous que ce n'est pas la quantité de nourriture qui est importante. C'est souvent, là, ils n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture pour se sentir rassasiés, se sentir contentés. Forcez-les pas à manger. La perte de poids à ce stade-ci, les gens qui continuent à peser les patients à toutes les semaines, c'est devenu inutile de faire la prise du poids à toutes les semaines. L'évolution de la maladie va les emporter quand même dans la mort, peu importe la quantité de nourriture qu'on va leur donner, puis même si on essaie de maintenir un poids santé. L'asthénie, c'est une grande faiblesse. C'est de l'épuisement, mais pas juste l'épuisement qui est physique, c'est un épuisement mental. La personne est au bout de son rouleau. Puis ce qui est triste, c'est que souvent, ça les empêche de faire les dernières choses qu'ils veulent faire avant de mourir. C'est difficile d'évaluer qu'est-ce qui cause l'asthénie. Ça peut être bien des choses. Souvent, c'est les effets secondaires de la médication, surtout ceux qui sont rendus sur des opioïdes. Ça peut causer des grandes faiblesses. Mais ça peut être causé aussi par d'autres choses, comme l'anémie, une infection chronique. Si la personne ne dort pas à cause de la douleur, ça peut entraîner de l'asthénie. C'est important d'éduquer les familles. Les familles ne comprennent pas tout le temps pourquoi la personne est rendue affaiblie de cette façon-là, qu'elle n'a plus d'énergie. C'est important d'éduquer les familles face à ça. Dans les interventions pharmacologiques qu'on peut faire pour l'asthénie, le Ritalin peut avoir un effet, peut donner un regain d'énergie, mais il ne peut pas être utilisé sur une grande période de temps parce qu'il va causer de l'angoisse, de l'agitation, des troubles de sommeil. Là, on commence à faire de la polypharmacie. Là. On est obligé de donner quoi pour calmer l'anxiété, on est obligé de donner quoi d'additionnel pour le sommeil. On donne le Ritalin. Le Ritalin combat l'effet de l'anti-anxiolytique, le Ritalin combat l'effet du somnifère. Fait qu'on devient comme dans un cercle vicieux. Là. Fait que ça peut être donné pour une petite période de temps, le Ritalin. Des fois, on va le donner pour justement, comme on a une personne qui est en fin de vie, puis disons que la famille veut venir visiter une dernière fois, on sait que la mort est imminente. On va peut-être donner le Ritalin pour quelques jours pour qu'au moins la personne puisse profiter des derniers moments avec sa famille. Très facile de développer de la tolérance au Ritalin. Le corps s'en habitue très facilement. Puis, à un moment donné, il faut augmenter les dosages. Puis, à un moment donné, on ne peut plus augmenter les dosages de Ritalin. La cortisone, les corticostéroïdes, encore une fois, en sont un autre qui peut donner le regain d'énergie. Encore une fois, on ne sait pas exactement comment est-ce que ça marche. On ne sait pas pourquoi que ça marche, mais souvent, les patients qui reçoivent la cortisone vont être boostés là, pour un petit bout. Là, ils vont avoir un peu plus d'énergie pour un petit bout. À la suite de ça, on a les soins comme tels qu'on peut faire. Là, ça, c'est un petit peu difficile. On a toutes nos petites routines. Tout le monde a ses propres routines. Tous les foyers de soins, tous les départements dans les hôpitaux ont leurs petites routines. On demande à un patient souvent qui est en fin de vie de s'adapter à notre horaire à nous autres. Le patient n'est pas apte à s'adapter à notre horaire à nous autres. Le seul conseil que je peux vous donner face à ceci, OK, c'est
Essayez d'économiser l'énergie de votre client pour les activités qui sont importantes. Essayez d'échelonner tous les soins le long de la journée. Essayez pas tout de faire en même temps. Essayez de respecter la capacité du patient. Peut-être que le patient, on voulait lui faire son bain complet au lit, on voulait lui laver les cheveux, on voulait changer son lit, on voulait tout faire avant que la visite arrive. Mais peut-être qu'il va falloir qu'on se contente juste du bain complet au lit, puis qu'on remette le shampoing au lit à la soirée, quand le patient va plus se reposer. Des fois, il faut qu'on fasse des petits sacrifices sur ce côté-là pour le bien-être du patient. Essayez de planifier ça aux alentours de la capacité de votre patient en tant que possible. Avoir des bonnes habitudes de sommeil aussi, ça peut aider. On sait que c'est une des plaintes, toutes les études le démontrent, dans les foyers de soins, que ce soit des foyers de soins spéciaux ou des soins gouvernementaux, dans les hôpitaux, une des plaintes que la majorité des patients ont, c'est le niveau de bruit. Fait qu'on essaye d'éliminer le bruit en autant que possible. Je prends 2 petites secondes pour vous raconter un événement qui s'est produit dans un foyer de soins il n'y a pas longtemps passé dans ma région, où ce que j'ai un membre de ma famille habitait. À minuit le soir, la musique ouverte au bout au poste. Ça chante, ça a du fun, ils ont du plaisir. C'est le fun d'avoir du fun à l'ouvrage. C'est bien correct, mais il faut penser à nos patients au travers de tout ça. Il n'y a pas de raison que la musique est ouverte au bout de minuit le soir au poste, tandis qu'on a des patients qui essayent de dormir. On essaie d'éliminer le bruit en même temps que possible. Les symptômes au niveau buccal. Au niveau buccal, on peut avoir beaucoup de symptômes en fin de vie. On peut faire de l'infection à champignons, des mycoses, qui peuvent être très douloureuses. On peut faire des ulcères dans la bouche. Souvent, la chimiothérapie va causer des ulcères dans la bouche. La déshydratation, parce qu'on sait qu'en fin de vie, souvent, ils vont avoir une quantité insuffisante de liquide qu'ils vont ingérer. Donc, va causer de la déshydratation, peut entraîner de la sécheresse au niveau de la bouche. Un des gros problèmes qu'on a en fin de vie, souvent, c'est que le patient va respirer par la bouche. Fait que le fait de respirer par la bouche pendant des heures et des heures de temps, la personne n'a aucune salive ou la salive devient tellement épaisse que ça fait comme des pâtes, des croûtes dans la bouche. Souvent, la mauvaise haleine, ça vient pas des dents, ça vient des dépôts que sur la langue à l'intérieur des joues. Fait que c'est pour ça que c'est très important de continuer à faire des bons soins de bouche tout au long de la phase palliative. Dépendant, excusez-moi, dépendant de la cause, il y a plusieurs traitements qui sont recommandés. Comme par exemple, si c'est des lésions d'herpès buccale, le Zovirax serait recommandé. Si c'est juste la sécheresse, on irait avec l'eau gazéifiée. Le champignon dans la bouche, le mycostatin. Tous ces médicaments-là vont vous demander, la plupart des médicaments vont vous demander une prescription. Il y a certaines choses qui n'ont pas besoin de prescription, comme l'eau gazéifiée, qui n'ont pas besoin de prescription pour ça. Puis, ça va aider à humidifier l'intérieur de la bouche. Dans le petit tableau, vous voyez là, vous en avez quand même plusieurs qui sont à avaler. Et vous avez certaines solutions qui doivent être recrachées. Les solutions qui doivent être recrachées pour vous assurer que votre patient est capable de collaborer face à ça. Si votre patient n'est pas capable de collaborer face à ça et qu'il avale ces solutions-là, vous allez vous retrouver avec des problèmes plus graves. Comme justement le bicarbonate de soude pourrait quand même causer des brûlures au niveau de l'œsophage. Il faut faire attention sur ce côté-là. Si vous utilisez du peroxyde d'hydrogène, encore une fois, il faut qu'il soit dilué. Puis, dépendant des sources, ça va être très, très variable. Il y a toutes les sources que, quand j'ai fait les études là-dessus, il y en a qui disent que c'est 1 part de peroxyde pour 4 parts d'eau. Il y en a qui disent que c'est 1 part de peroxyde pour 1 part d'eau. Donc, c'est très, très variable d'un document à l'autre. Suivez les protocoles dans votre établissement face à ça. Les interventions de soins face aux problèmes buccaux, naturellement, un bon hygiène buccale jusqu'à la fin. Si que la personne est capable de se brosser les dents, on recommande un dentifrice qui est non moussant ou à mousse basse, que ça va faciliter le rinçage. Quand ça devient impossible de faire des bons soins de bouche, les soins de bouche devraient être faits au minimum à tous les 2 heures en fin de vie.
On fait des soins de bouche seulement si notre patient a un réflexe pharyngé, le gagging reflex. Si notre patient n'a pas de réflexe pharyngé, assurez-vous que vous avez une succion à proximité. Assurez-vous que les politiques de votre établissement vous permettent quand même de faire des soins de bouche en l'absence d'un réflexe pharyngé. On évite les produits à base de citron, la glycérine, la vaseline, le gelée de pétrole, l'alcool. Sur le coup, ça a tendance à aider beaucoup. Ça a tendance à humidifier quand même bien, mais les études ont démontré au fil des années que ça peut avoir un rebound effect. Donc, sur le coup, ça aide, mais à force d'utiliser, ça remplit le problème. La personne va avoir encore plus de sécheresse au niveau de sa bouche. On utilise plutôt des gels hydratants à base d'eau. Les lubrifiants hydrosolubles, les vaporisateurs hydratants. Le biotène aide beaucoup, le biotène en spray, si vous pouvez obtenir une prescription du médecin. Il est disponible sans prescription dans les pharmacies, mais pour nos patients qui demeurent dans les fournisseurs, c'est préférable d'avoir une prescription. C'est faire rincer la bouche. Il y a plusieurs solutions que vous pouvez utiliser pour faire des soins de bouche. Le rince-bouche sans alcool, dilué moitié-moitié avec de l'eau. Une demi-cuillerée à thé de sel dans 4 tasses d'eau. Ça se conserve pendant 24 heures. Une cuillerée à thé de bicarbonate de soude dans 4 tasses d'eau. Ça se conserve pendant 24 heures aussi. Et tout ça, ça peut être utilisé pour faire des soins de bouche. Si c'est permis dans votre établissement aussi, on recommande de mettre un humidificateur. C'est de moins en moins permis dans la plupart des établissements. Mais si vous n'avez pas de politique face à ça, puis que la famille peut vous fournir le humidificateur, ça peut aider beaucoup. Les odeurs sont un autre gros problème en fin de vie. Ça peut venir de plusieurs places. Souvent, ils ont des plaidies, des espaces de décubitus en fin de vie, puis souvent, ça peut sentir très mauvais. La plupart du temps, c'est la laine. C'est l'odeur au niveau de la bouche qui pose le plus gros problème quand on rentre dans une chambre. Une personne qui est en fin de vie, c'est rare que ça va sentir bon, seulement ça ne sent pas bon, puis souvent ça vient de la laine. Fait que ce qu'on recommande, c'est de changer les pansements souvent si l'odeur vient d'une plaie infectée. Puis si que l'odeur vient de la laine, c'est de faire des soins de bouche le plus fréquemment possible. Si ça vient d'une plaie infectée, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre dans la plaie comme telle qui peut aider à absorber les odeurs. Ils doivent être prescrits. Les pansements au charbon, par expérience, je peux vous dire qu'ils sont très, très, très efficaces quand ils sont bien utilisés. Le charbon a tendance à absorber les mauvaises odeurs. Donc ça, c'est une des choses que vous pouvez essayer. Les pansements au charbon, absolument, on n'a pas besoin de prescription pour ça. Les autres interventions de soins face aux odeurs, une bonne aération de la pièce naturellement, changer la literie fréquemment. Des fois, on considère qu'ils sont en fin de vie, puis le lit est juste changé une fois par semaine. Les odeurs s'accumulent dans la literie. Il faudrait que la literie soit changée au moins une fois par jour. Les purificateurs d'air, faites attention si vous utilisez de la litière à chat, soucoupe de vinaigre, du charbon activé, les air sponges qu'on peut placer dans la chambre. Faites attention, assurez-vous qu'il n'y a pas d'animaux de compagnie, des jeunes enfants ou même le patient même qui pourraient avoir accès à ça, parce que la plupart peuvent être toxiques. Si c'est permis, l'aromathérapie peut aider beaucoup. En plus de camoufler les odeurs ou couvrir les odeurs, ça peut avoir quand même un effet calmant sur le patient. Les pansements souillés, toute la literie sale, les vêtements sales, sortez ça de la chambre le plus vite possible. Les culottes d'incontinence, sortez ça de la chambre le plus vite possible. Et les bons soins de bouche naturellement. La peau humide, la peau sèche, le purée, ça va ensemble. On retrouve ça beaucoup en fin de vie, souvent à cause de la déshydratation, mais pas tout le temps. Fait que dans la peau humide, on peut avoir des ampoules, des cloches d'eau, on peut avoir des écoulements clairs, des écoulements séreux, des écoulements de pus quand c'est infecté. Fait que des fois, on va essayer de donner un corticostéroïde jusqu'à temps que le plus gros de l'inflammation va être passé. Des fois, quand c'est une surinfection de la peau, on va donner les antibiotiques, pas dans le but de guérir la maladie en tant que telle, mais dans le but de soulager les symptômes. Dans ce cas-ci, l'antibiotique est considéré un traitement palliatif et non un traitement curatif.
On a aussi la peau sèche, la peau rugueuse, qui s'écaille, puis plus que la personne est âgée, plus que la peau est mince, donc plus que le problème est sévère. Fait qu'encore une fois, si il y a de l'inflammation, on va recommander l'hydrocortisone. Par contre, si il n'y a pas d'inflammation, juste une bonne crème hydratante, un beurre corporel, un savon doux sans parfum, ça peut aider. Un savon hydratant aussi, ça peut aider. On continue à faire la prévention de la formation des escarres de décubitus. Les bons soins de peau, les changements de position, changer les culottes d'incontinence dès qu'ils sont mouillés, dès qu'ils sont tachés. Ça va tout aider à faire la prévention des escarres de décubitus. Pour le prurit, les démangeaisons, c'est une sensation, vous savez toutes c'est quoi du prurit, là, on a envie de se gratter. Tous les patients qui ont des problèmes de santé au point de vue rénal, une insuffisance rénale, les patients qui sont sur la dialyse rénale, la plupart des patients qui font du cancer, vont avoir à un moment ou un autre de leur phase palliative des pruries, des démangeaisons. Puis ça peut devenir tellement sévère que ça va nuire le sommeil, mais à force de nuire au sommeil, ça va nuire à l'humeur. Quand on n'a pas dormi depuis 2-3 jours, vous le savez tous, on devient de mauvaise humeur un petit peu. Un peu la même chose chez le patient qui est en phase palliative. Il faut traiter la cause. Fait que si, disons que c'est une allergie à un médicament, on va cesser le médicament, on va essayer de trouver une alternative. Et on peut donner quand même des médicaments contre les allergies, comme le Benadryl et la Fait que les antihistaminiques peuvent aider pour les démangeaisons. Dans certains cas, on va donner un médicament comme le ranitidine, la Zantac, qui a été prouvé qu'il est efficace aussi pour les démangeaisons. On essaye d'éviter les benzodiazépines, sauf si que le prurit est accompagné d'anxiété. À ce moment-là, les benzodiazépines soulagent l'anxiété, mais soulagent aussi les pruris. Un des symptômes très désagréables que beaucoup de personnes en fin de vie vont expérimenter, c'est le hoquet. Vous savez tous c'est quoi du hoquet? Ça va causer un bruit, une vibration des cordes vocales, c'est une contraction involontaire de votre diaphragme. Ça peut être causé par plusieurs choses, mais le fait de trouver la cause du hoquet n'est pas essentiel à ce stade-ci. C'est mieux de traiter. Le hoquet, si ça dure juste, vous le savez, vous avez déjà eu le hoquet sûrement 20-25 minutes dans votre vie, là, puis on devient brûlé au bout de 20-25 minutes, puis on a hâte que ça passe. Imaginez-vous quelqu'un qui va avoir un hoquet qui va durer pendant 24, 48 heures, 72 heures sans aucun soulagement. Les patients-là deviennent exténués. Il y a plusieurs médicaments qu'on peut donner aussi pour le hoquet. Dans certains cas, j'ai déjà vu des cas que le hoquet était réfractaire, c'est-à-dire peu importe les médicaments qu'on leur donnait, le hoquet demeurait, il nous restait juste à faire une anesthésie générale. Dormir le patient pour que, justement, tous les muscles de son corps relaxent assez pour que le hoquet cesse. Fait que ça, on appelle le hoquet réfractaire dans ce cas-ci. Je vous en parle un petit peu plus tantôt, le hoquet réfractaire. Les nausées, les vomissements, naturellement, on va en avoir dans presque tous les cas. Souvent, c'est des effets secondaires des médicaments. Souvent, c'est la chimiothérapie. Si c'est un cancer ou des lésions cérébrales ou des métastases cérébrales, c'est garanti qu'il va y avoir des nausées et des vomissements. Si c'est un problème hépatique ou un problème gastro-intestinal, souvent, ils vont avoir des nausées et des vomissements. Une des choses que des fois, on ne pense pas, c'est l'obstruction intestinale ou la constipation sévère. Fait que si vous avez un patient qui ne mange pas beaucoup, ça devient un cercle vicieux. Il va avoir de la constipation. Si la constipation vient assez sévère, à un moment donné, il va avoir une accumulation de sel dans l'intestin qui peut causer une obstruction ou un fécalome. Là, à ce moment-là, on se retrouve avec des symptômes de nausée et de vomissement. On traite les nausées et les vomissements selon la cause. Fait que faites évaluer votre client si jamais il y a des symptômes qui sont hors de l'ordinaire, du sang dans les vomissements, des symptômes de déshydratation, des vomissements en jet, des vomissements de sel, ça veut dire que ça serait fécalome ou obstruction intestinale, une augmentation de la somnolence. Si il y a des médicaments prescrits pour la nausée et les vomissements, mais que ça semble inefficace,
attendez pas. Parce qu'après le premier ou deuxième dosage, vous voyez, ça ne fait aucune action, c'est préférable de reconsulter le médecin pour essayer d'avoir une alternative de traitement. Fait que, on essaye aussi, pour les patients qui ont des nausées, des vomissements, de donner juste les médicaments qui sont essentiels à leur vie. Fait que tous les médicaments qui sont dans le but de prévenir quelque chose d'autre devraient être cessés à ce moment-là. Ça ne donne plus rien à ce moment-là de donner des médicaments pour la prévention de l'hypercholestérolémie. Ça ne donne plus rien à ce stade-là de continuer à donner la récipe pour la démence, le Fosamax pour l'ostéoporose. Ça, c'est tout rendu inutile comme médicament à ce stade-là. Fait qu'on on fait un petit mélange dans les médicaments, puis on garde juste les médicaments qui sont absolument nécessaires. Il y a peut-être la possibilité aussi de voir s'il y a certains médicaments qui pourraient être donnés autres que par voie buccale. Et peut-être qu'on pourrait changer à des patchs, des teintes transdermiques, des crèmes, des sprays. Il y a sûrement d'autres alternatives pour les médicaments. D'emblée, si le patient mange encore, on devrait tout de suite lui donner son Gravol ou quoi que ce soit qui est donné pour contrôler ses nausées avant les repas. Il y a certaines personnes qui ont tendance à attendre après le repas alors que le patient présente déjà des nausées pour donner le Gravol. Le Gravol devrait être donné avant les repas pour justement éviter les problèmes du genre. Surveiller la déshydratation. Tantôt, je vais vous parler un petit peu là, de la déshydratation en fin de vie, qui est comme un dilemme éthique. Mais il faut quand même surveiller. Des petits repas fréquents. Les personnes en fin de vie ont tendance à mieux tolérer les aliments qui sont froids que les aliments qui sont chauds. Essayer de ne pas exposer au parfum puis bien aérer la chambre peut aider aussi à réduire les nausées et les vomissements. Si possible, des glaçons, des petits bouts de glace, des petits bonbons durs. Faites attention si c'est un patient qui fait de la dysphagie, qui a de la difficulté à avaler pour les risques d'étouffement. Jamais coucher votre patient sur le dos à plat 2 heures après le repos. C'est préférable de les installer en position semi-powder. Coucher à plat, vous allez avoir un reflux, ça va remonter dans l'œsophage, ce qui peut encore augmenter les nausées et les vomissements. Les bons soins de bouche, pour le goût acide des vomissures, on va recommander de rincer avec une cuillère à thé de bicarbonate de soude dans une tasse d'eau tiède. Ça aide à canceller le goût acide des vomissements. En autant que possible, on évite les rince-bouches à base d'alcool, parce qu'ils peuvent quand même causer de l'irritation. On essaie de donner des petites gorgées fréquemment de liquide clair, tant et aussi longtemps que notre patient peut avaler qu'il est conscient. La minute que notre patient devient inconscient, on ne donne plus rien par la bouche, plus aucun médicament et plus rien par la bouche. L'édème est aussi fréquente en fin de vie. Encore une fois, plusieurs causes, les débalancements hydroélectrolytiques, les effets secondaires des médicaments. Si vous donnez de l'hydratation artificielle, ça cause un petit peu un problème d'hydratation artificielle. On parle ici comme solution intraveineuse ou des solutions de gavage. C'est l'hydratation artificielle. Ça cause un petit peu un problème parce que comme les reins ne sont plus capables de filtrer tous les liquides, à un moment donné, les liquides, il faut qu'ils aillent quelque part. Fait qu'ils vont s'en aller dans les mains, dans les pieds, ils vont commencer là, à un moment donné, ben, s'il n'y a plus de place dans les mains et les pieds, ils vont se diriger ailleurs. Puis à un moment donné, on commence à retrouver des crépitants. Notre patient se met à râler. Fait que quand notre patient se met à râler, là, ça veut dire qu'il commence à avoir pas mal d'eau dans ses poumons. Fait que surhydrater notre patient en fin de vie peut emmener d'autres problèmes. Il faut faire attention à ça aussi. Fait que l'insuffisance rénale peut aussi causer de l'édème. Puis si on a eu des chirurgies pour enlever les ganglions lymphatiques au niveau d'un bras, il faut vous attendre, vous allez avoir du lymphédème, c'est-à-dire de l'édème au niveau du membre où les ganglions ont été enlevés. Fait qu'il y a des traitements qu'on va donner surtout pour soulager l'inconfort, la douleur. C'est quand ça vient trop enfler, puis c'est inconfortable, ça cause des douleurs, il faut traiter. Ou quand on a des râles, à cause qu'on a de l'accumulation de liquide dans les poumons, il faut traiter aussi. Le traitement de base, la plupart du temps, c'est le Lasix. Fait que des fois, ça va être utilisé avec l'aldactazide, mais pas toujours. Fait que souvent, les médecins vont prescrire le Lasix justement pour essayer de contrecarrer l'édème. Faites juste attention avec le Lasix parce qu'on peut avoir
il peut devenir tellement efficace à un moment donné que le Lasix peut causer la déshydratation. Il faut être à l'affût de la déshydratation, même si le patient présentait de l'édème. Naturellement, si votre patient fait de l'édème, on recommande une diète hyposodée. Garder les membres qui sont édématisés plus soulevés, des bons soins de peau pour éviter les plaies, les infections, soulager la douleur. Des bons soins au niveau de la peau. Faites attention, l'eau ne doit pas être trop chaude. On ne doit pas utiliser des coussins chauffants. Les personnes qui sont en fin de vie ont déjà des troubles de perception. Donc, les coussins chauffants, des fois, peuvent être assez chauds pour causer des brûlures. Même si on les met au setting le minimum, à cause de la fragilité de la peau, ça ne prend pas grand-chose pour causer des brûlures. Si vous installez votre patient en plein soleil, il devrait porter un écran solaire. On recommande de ne pas couper les ongles en fin de vie, de limer les ongles plutôt. On recommande de ne pas utiliser de rasoir à lame, d'utiliser des rasoirs électriques. Le rasoir à lame augmente les risques de saignement, augmente aussi les risques d'abrasion au niveau de la peau, donc peut causer encore plus d'édème. Si vous faites si c'est une personne qui fait du lymphédème au niveau d'un membre, on ne prend pas la consultation sur ce côté-là. Et toujours manipuler votre patient de façon délicate. Ils viennent avoir une peau qui est tellement fragile, ça déchire les riens. Ça fait des bleus de riz. Fait qu'on manipule toujours de façon très délicate. La déshydratation a probablement des grands dilemmes éthiques en fin de vie. Fait que ça peut être causé par la diarrhée, les vomissements, trop de l'acide, trop diurétique, ou pas assez de liquide en fin de vie. Fait que il faut traiter chacun des cas de façon particulière. Puis il faut éduquer les familles aussi face à ça. Fait que faut qu'on prenne en considération plusieurs choses quand on parle de la réhydratation de notre patient. Il faut respecter les souhaits du patient. Il faut regarder jusqu'on s'en va avec tout ça. Qu'est-ce qui nous justifierait de commencer un intervenu en fin de vie? Est-ce qu'on le fait pour soulager le patient ou est-ce qu'on le fait pour soulager la famille? Il faut qu'on se pose ces questions-là. Il y a des avantages, il y a des inconvénients à réhydrater les patients. Fait que toutes les opinions sont variées face à ça. Okay? Il y a certaines personnes qui vont dire, ben, ça fait partie de la mort. C'est le déroulement normal de la mort. Si qu'on veut traiter, on va juste retarder le moment du décès. C'est la seule chose qu'on va faire. Il y a d'autres personnes, par contre, qui vont dire, ben, ça se traite facile. Pourquoi qu'on ne le traiterait pas d'abord? On va juste améliorer la qualité de vie de la personne dans ces derniers moments. Ça n'empêchera pas la personne de mourir. Ça va peut-être retarder, mais ça n'empêchera pas la personne. Puis, il y a d'autres personnes que pour eux, ils trouvent que c'est complètement inacceptable de ne pas réhydrater le patient. Ils trouvent que le patient est en train de mourir de soif. Donc, les idées sont différentes. Il faut respecter la culture de chacun. Okay? Il y a vraiment aucune démarche spécifique globale qui est recommandée en soins palliatifs face à la déshydratation et la réhydratation en constant. Même avec l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a aucune démarche spécifique qui est recommandée. Ce qu'ils disent, c'est plutôt de respecter la culture des gens, respecter les désirs des gens. Fait à ce moment-là, c'est une question dilemmatique, c'est une question de choix. Puis, il faut que vous accepter de respecter les décisions des familles et les décisions de la personne. C'est pour ça que c'est important souvent d'avoir un bon testament de vie. Ça fait pas partie de la session, ce que je vous parle là, mais c'est important d'avoir un bon testament de vie pour savoir qu'est-ce qu'on veut avoir en fin de vie, puis qu'est-ce qu'on veut pas avoir en fin de vie. Fait que prenez en considération pour la réhydratation du patient, prenez quand même en considération que dans certains cas, ça pourrait peut-être améliorer le bien-être du patient durant les derniers jours. Ou peut-être que vous pouvez le faire juste pour une petite période de temps. Il veut voir, monsieur X veut voir son fils qui demeure à Montréal une dernière fois faire ses adieux. Si on n'hydrate pas, il va être inconscient par le temps que son fils va arriver.
Fait qu'on on va essayer de le rendre confortable pour qu'il puisse profiter peut-être des dernières heures avec son fils. Euh, Prenez en considération que la déshydratation peut aggraver les nausées et les vomissements, ce qui déclenche un cercle vicieux parce que là, ça va causer encore plus de déshydratation. Et des fois, c'est préférable de réhydrater pour soulager les autres symptômes. Fait que quand on n'est pas trop certaine, et il faut qu'on pense un peu plus loin. Il faut qu'on pense aux effets néfastes que la réhydratation pourrait nous apporter. Fait que souvenez-vous que les personnes qui sont inconscientes, on ne sait pas exactement ce qu'ils sentent, ce qu'ils ne ressentent pas, mais les études nous démontrent qu'il y a fort probable qu'ils ne ressentent pas la soif. Ils vont ressentir la douleur avant de ressentir la soif. Prenez en considération qu'il peut y avoir la congestion pulmonaire en fin de vie. On ne sait pas si que augmenter les liquides, c'est que ça peut causer encore plus de congestion, mais on soupçonne que oui. Ça va causer encore plus de congestion au niveau des poumons. C'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération avant de recommencer l'hydratation chez le patient. Chez les patients qui sont conscients, mais qui ne sont pas capables de boire, on recommande plutôt de garder la bouche humide en autant que possible. Des petits morceaux de glace. Faire sucer sur un petit bâton mouillé. Ça peut être aussi efficace que réhydrater au complet. Fait que naturellement, le client qui est inconscient, on ne donne rien par la bouche parce que là, on va finir par des pneumonies d'aspiration. Fait que on laisse, si le patient est inconscient, on n'a pas beaucoup de choix, sauf peut-être installer l'intraveineuse, qui dans certains cas, ça considéré un gros dilumétique. Si les membres de la famille ne sont pas sûrs, puis que le patient a soif, puis que le patient veut boire, c'est préférable de donner des liquides s'il est encore capable d'avaler. Pour l'hydratation par os, donner des liquides clairs en autant que possible. Les boissons gazéifiées peuvent aider la glace. Éviter les jus qui sont acides, jus de pomme, jus d'orange, jus de pamplemousse, jus de canneberge. Ça a tendance à causer encore plus d'irritation. Essayer d'éviter les produits laitiers. Ça peut déclencher des nausées. Ça peut provoquer des diarrhées également. Si que votre patient est encore nourri par gavage, les produits de gavage, la plupart du temps, sont à base de produits laitiers aussi. Fait que vous attendez, vous allez probablement avoir une augmentation des diarrhées en fin de vie. Essayez d'offrir des liquides avec la paille. La paille va diminuer, il ne peut pas en prendre autant, puis la paille diminue les risques d'étouffement. Forcez pas le client, éduquez la famille en autant que possible. Gardez la bouche humide. Le biothène, comme je vous ai dit tantôt, aide beaucoup. Les soins de bouche. Il y a certaines personnes qui respirent par la bouche en fin de vie. La plupart des personnes respirent par la bouche en fin de vie, ce qui cause un assèchement des muqueuses. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont déshydratés, c'est juste la muqueuse qui sèche. À la suite de ça, on a souvent en fin de vie les diarrhées. Fait que des selles liquides fréquentes. C'est moins fréquent que la constipation. Seulement, on voit plus de constipation en fin de vie parce qu'ils ne s'alimentent pas beaucoup. Mais des fois, on va avoir des risques de diarrhée, surtout si le patient consomme encore beaucoup de produits laitiers. Fait que la diarrhée, le problème, c'est que ça va causer de l'irritation, ça va causer des lésions au niveau périanal, ça peut causer des saignements, des risques de plaies-vie. Même si on change la culotte d'incontinence rapidement, ça augmente quand même les risques de plaies-vie. Souvent, la diarrhée peut être causée, malgré qu'en pleine vie, c'est plutôt rare qu'on voit ça, ça va être causé par la surutilisation des laxatifs. Ça serait facile. Arrêter les laxatifs, c'est aussi simple que ça. La diarrhée peut être causée par les infections, l'alimentation par gavage, les occlusions intestinales. À ce moment-là, vous allez avoir une fuite intestinale qu'on appelle, c'est-à-dire que les selles liquides passent chaque côté du céphalon ou chaque côté de la grosse selle dure qui bouche au niveau de l'anus. Des fois, c'est un problème de malabsorption, surtout dans les cas du cancer du pancréas. Des fois, c'est juste le stress qui va causer ça. La radiothérapie peut causer ça. Les tumeurs rectales peuvent causer ça. Des fois, c'est une alimentation trop grasse.
qui va causer ça. Fait que si que la cause est évidente, la cause de la diarrhée est évidente, comme la surutilisation de laxatifs, c'est facile à traiter. Si que la cause, elle n'est pas évidente, si que la cause est assez évidente, comme disons un fécalome avec une fuite intestinale, c'est facile à traiter ça aussi. On traite le fécalome, on va régler l'histoire de la diarrhée. Mais par contre, quand c'est pas évident la cause, c'est que c'est pas nécessairement approprié d'essayer de trouver la cause de la diarrhée. C'est de commencer à faire des recherches de parasites dans les selles, puis à faire des colonoscopies, puis toutes ces affaires-là, c'est plus vraiment indiqué à ce stade-là. On est mieux de traiter juste les symptômes. Fait que dans les symptômes pour traiter la diarrhée, dans les maladies, dans les médicaments qu'on peut donner pour traiter les diarrhées, vous avez naturellement le kaopectate qui peut être efficace. Le pepto-bismol, faites attention, vous savez que le pepto-bismol contient du AAS, l'aspirine. Donc, si que votre pepto-bismol est administré avec des doses concomitantes d'aspirine, d'héparine, de coumadin, etc., vous risquez d'avoir un problème au niveau de la coagulation du sang. La codéine, la morphine sont très efficaces pour soulager la diarrhée. Ça sert à deux utilités vraiment. Ça va diminuer la fréquence des selles, plus ça va soulager la douleur. L'imodium pourrait être utilisé pour une courte période de temps. Faites attention parce que ça peut avoir un rebound effect que ça va causer de la constipation. Puis, on a quand même des médicaments qui ralentissent les sécrétions et le péristaltisme au niveau de l'intestin, comme le scopolamine. Que ça peut aider aussi. Dans les interventions de soins concernant la diarrhée, naturellement, on essaie d'éviter les produits à base de caféine. On essaie de promouvoir l'hydratation de liquide clair surtout, faire des bons soins au niveau de la peau. Puis si le client s'alimente encore, on essaie de promouvoir des aliments qui ont tendance à constiper. Le riz blanc, le pain blanc, les pâtes alimentaires blanches, les carottes, les bananes, les compotes de pommes. Ça, c'est toutes des choses qui ont tendance à constiper. On essaye d'enlever les aliments gras épicés, les produits laitiers, les aliments hauts en fibres, les légumes verts. On essaie de les diminuer, du moins, pour essayer de diminuer le péristaltisme. Le muscade, je vous admets que moi, je ne l'ai jamais essayé, mais supposément que c'est un antidiarrhéique naturel. La littérature le recommande. On peut mettre un petit peu de muscade, sa compote de pommes, puis supposément que ça aide beaucoup à diminuer les diarrhées. Par contre, vous allez voir beaucoup plus de constipation en fin de vie, probablement relié au fait que la personne mange moins. Fait qu'on va avoir des selles dures, des selles sèches, des selles dures à éliminer. Ça peut aller jusqu'au fécalome. Sensation d'avoir le bedon rond, la bedaine pleine tout le temps. Ça peut causer des nausées, des vomissements, une perte d'appétit. Ça a plusieurs causes. Encore une fois, c'est nécessaire de trouver la cause exacte de la constipation. C'est pas nécessairement nécessaire de trouver la cause exacte de la constipation. C'est préférable de traiter. Rappelez-vous que tous les opioïdes, la morphine, la codéine, c'est tous des médicaments qui ont tendance à causer de la constipation. D'emblée, si un narcotique est prescrit, un opioïde est prescrit à votre patient, il devrait déjà être placé sur un laxatif émollient pour au moins garder les selles molles. Même si ce n'est pas des grosses selles, au moins ils ne seront pas durs et ils vont être plus faciles à éliminer. Fait qu'il n'y a pas aucune littérature, même l'OMS ne recommande pas un laxatif plus que d'autres. Je vous donne une liste spécifique qui peut aider. N'oubliez pas, les laxatifs peuvent avoir un effet à un moment donné de surutilisation, puis qu'il va entraîner à ce moment-là de la diarrhée. Faites juste attention dans votre choix de laxatif qui va être administré au patient. On essaie de ne pas dépasser 3-4 jours sans sel. C'est que ça fait plus que 3-4 jours, à moins que votre patient ait rendu vraiment comme la mort imminente, là, que c'est une question de quelques heures à quelques jours. Là. On essaie quand même de traiter si votre patient est inconfortable, puis si c'est une constipation, il faut quand même traiter. On peut essayer avec les suppositoires de glycérine pour faciliter le passage de la selle, ou les suppositoires de dipholax qui vont avoir tendance à stimuler l'intestin.
Si ça ne marche pas, les lavements, encore une fois, on essaie d'éviter ça le plus longtemps possible. Les lavements fluides, le petit lavement de rétention à l'huile, ça peut aider. Je ne vous recommande pas d'aller avec les lavements au savon. Ça cause encore plus d'irritation au niveau de l'intestin, surtout rendu en fin de vie. Fait que les oral fluids peuvent aider, les laxatifs par la bouche peuvent aider. L'huile minérale n'est pas recommandée chez la personne fragilisée ou la personne qui passe beaucoup de temps au lit, parce que si elle est couchée sur le dos, l'huile minérale a tendance à pouvoir faire fausse route et s'en aller dans les poumons. Tous les produits à base d'huile devraient peut-être être évités dans ce cas-ci. Dans les autres interventions, dans certains cas, il faut faire un toucher rectal, une extraction manuelle des selles. Il y a certaines personnes qui sont formées pour faire ça. Il y a des gens qui n'ont jamais été formés pour faire ça. Assurez-vous que vous avez la formation. On a tendance à sous-estimer les risques d'un toucher rectal ou les risques d'une évacuation manuelle des selles. Il y a des risques de perforation de l'intestin, il y a des risques de poser des fissures anales. Il faut faire sûr que vous compreniez les risques face à ça. Essayez de promouvoir une alimentation riche en fibres si votre patient est constipé. Essayez d'éviter les aliments consistants que je mentionnais tantôt, les pâtes blanches, le riz blanc, le pain blanc, etc. Ça constipe tout. Vous êtes mieux d'aller avec du pain brun, du riz brun, etc. Beaucoup d'eau si c'est possible. Absolument, les jus n'ont pas beaucoup d'efficacité à l'exception du jus de pruneau. Le jus de prune est encore efficace, pas parce qu'il contient beaucoup de fibres, plutôt parce que c'est un stimulant. Je vous partage la petite recette de fibres de fruits maison. Peut-être que certains de vous autres l'ont déjà entendu parler, peut-être que certains de vous autres l'ont déjà essayé. Je l'ai essayé. Ça ressemble presque à une confiture quand tu as fini avec tout ça. Tu peux mettre ça sur tes toasts le matin. C'est très efficace pour régulariser les selles. Il ne faut pas attendre que votre patient soit constipé, là, Benjamin Tite, pour utiliser ça. C'est pas qu'il devrait être utilisé à tous les jours comme traitement de maintenance pour la constipation. Je vous parle un petit peu du délire versus la démence. Le délire, c'est présent chez au moins 50% des clients qui sont en phase palliative. Puis là, ben, c'est souvent souvent confondu avec la démence. Les gens pensent que la personne a fait une démence. Il y a une grosse différence entre le délire et la démence. Je ne sais pas si Diana, si tu pourrais partager le document qui s'appelle Tableau comparatif versus délire versus démence, ou peut-être que vous le voyez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire un petit signe si vous le voyez? Oui, OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que délire, vous voyez, il y a 3 colonnes. Okay? La première colonne, c'est les différents aspects qu'on examine lors du délire et de la démence. La deuxième colonne, c'est les caractéristiques pour chacun des aspects pour le délire. La troisième colonne, c'est les caractéristiques pour chacun des aspects concernant la démence. Fait que les grosses affaires que je veux vous souvenir vraiment pour pouvoir décortiquer si c'est un délire ou une démence, c'est l'évolution. Ça, c'est votre premier point, votre premier son de cloche. Okay? Dans le délire, c'est un début qui est soudain. Bang, tout d'un coup, la personne, elle est mal. Ben, bang, tout d'un coup, la personne n'a plus de jugement, plus de raisonnement, ça ne fait pas d'allure ce qu'elle fait, elle est aphasique. Ça, c'est un délire. Quand ça commence, bang, tout d'un coup, c'est un délire. La démence, par contre, elle, c'est graduel. Ça commence un petit peu à la fois. Ça augmente graduellement, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Okay? Fait que si vous avez un patient, ça a commencé doucement, tranquillement, qui a déjà un diagnostic de démence, c'est une démence. Par contre, si ça commence tout d'un coup, il faut vous penser à délire. Si la personne elle était correcte hier, très alerte, puis tout d'un coup, elle vient mêler, il faut vous penser à un délire. Okay? Puis la raison que c'est important de décortiquer entre le délire et la démence, c'est que la démence, il n'y a pas bien de traitement pour ça.
OK? Il y a une couple de médicaments qu'on peut donner pour retarder l'évolution de la démence. Mais il n'y a pas de traitement curatif pour la démence. Tandis que le délire a une cause précise. OK? Si on peut trouver la cause, si la cause elle est évidente, puis qu'on peut trouver la cause, on peut traiter la cause, puis on peut soulager les symptômes de délire. C'est pour ça que c'est important de pouvoir décortiquer la différence entre le délire et la démence. Un autre aspect qui est important, c'est la mémoire. Dans le délire, c'est autant la mémoire à long terme qu'à court terme qui est affectée. Tandis que dans la démence, la mémoire à long terme, elle reste intacte pendant longtemps. Même là, jusqu'à presque à la fin de la vie, là, la mémoire à long terme, là, ils vont être capables de l'utiliser. C'est la mémoire à court terme qui est un problème. Fait que c'est deux aspects qui peuvent vous aider à décortiquer, à voir si c'est un délire ou une démence. On va revenir à la PowerPoint. Le délire, je le résume un petit peu dans cette slide-ci. Je décris peut-être un petit peu de façon abrégée le tableau que vous venez voir. Okay? Fait que dans le traitement du délire, ben, il faut faire un examen physique. Et si il y a une possibilité d'améliorer les symptômes de délire, il faut traiter. Okay? Par exemple, si tout d'un coup, votre patient présente des symptômes de délire, puis que c'est causé par de la déshydratation, puis que c'est évident que votre patient est déshydraté, bien là, il faut peser les pour et les contre. Est-ce que je réhydrate pour qu'au moins il puisse profiter des derniers moments avec sa famille, puis que c'est ce que la famille veut avoir? Ou est-ce que je fais juste le délire comme donner des neuroleptiques, des antidépresseurs, des antipsychotiques par la médication, juste pour diminuer les symptômes du délire? Et des fois, c'est un choix qui est un petit peu difficile à faire. Ça. Des fois, on est obligé d'aller jusqu'à la sédation palliative, qui est le délire. C'est triste d'être obligé de se rendre jusque-là, mais des fois, le délire est tellement sévère, la personne a des hallucinations, la personne devient agressive, la personne, écoute, on est obligé de la contentionner. À ce moment-là, des fois, on n'a plus le choix de faire de la sédation palliative quand ils sont à ce stade-là. Fait que pour traiter la confusion, on vous recommande de rester calme en tout temps, parler lentement, calmement à la personne. Vous savez, la personne qui est en fin de vie, souvent, elle devient aphasique. Même si elle ne fait pas de demande, elle devient aphasique. La signification des mots vaut plus grand-chose pour cette personne-là. Souvent, ils vont surtout être beaucoup plus sensibles à l'aspect non-verbal de la communication. Fait que c'est important de rester calme, de leur parler de façon douce, démontrer de l'empathie. Donc, si peu de personnes ont de nos jours de l'empathie, okay, essayez de démontrer de l'empathie en même temps que possible. Si votre patient ne fait pas de démence, puis que c'est un délire, c'est important de le réorienter. Par contre, si votre patient fait de la démence, ça ne donne rien de le réorienter. Okay? Ça peut bien mettre un choc pour le patient qui est atteint de démence. C'est qu'on lui dit que si la personne elle est persuadée qu'elle a 23 ans, puis qu'elle est rendue à 83 ans, puis de lui dire qu'elle est rendue à 83 ans, ça va être un gros choc pour la personne. Fait que la personne qui est atteinte de démence, ça ne vous donne rien de réorienter. Vous allez causer des stress psychologiques inutiles. Contredisez pas, vous allez juste causer encore plus de confusion, encore plus d'agressivité. Quand vous communiquez avec la personne qui est confuse, assurez-vous qu'elle a ses prothèses auditives, qu'elle a ses lunettes, pour faire sûr qu'on peut communiquer le plus adéquatement possible. Souvent, ils ont des hallucinations avec les délires. Ils peuvent aussi avoir des hallucinations avec la démence. Mais ce n'est pas le même genre d'hallucination. Avec la démence, c'est plutôt à cause du déficit visuospatiaux. Ils ne peuvent plus gager les profondeurs, puis souvent, ils voient des ombrages. Puis les ombrages, ils interprètent ça comme des monstres. Ils interprètent ça vraiment comme quelque chose d'étranger pour eux. Fait que, je vous invite à aller voir une beau vidéo sur YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez le chanteur James Blunt, qui fait des très belles chansons. Allez voir la chanson Monsters. La chanson Monsters, c'est James Blunt qui parle de son papa qui est âgé et qui fait une démence. Puis qui dit à un moment donné dans la vidéo, The only thing I have left to do now is chase the monsters away. Donc, la seule chose que je peux faire pour toi maintenant, c'est de me débarrasser des monstres.
Fait qu'on a toutes une certaine responsabilité face à nos patients, puis ça, c'est une de nos responsabilités, de les traiter avec empathie, puis de les protéger, peu importe ce qui peut se passer. On se doit de protéger nos patients. Fait que pour réorienter votre patient confus, placer un horloge, un calendrier, limiter le nombre de visiteurs, surtout si ça cause de l'anxiété, surtout s'il ne reconnaît pas les visiteurs. C'est préférable d'avoir juste les personnes très proches du patient qui vont visiter. Parlons de la dyspnée en fin de vie, la difficulté à respirer en fin de vie, qui est probablement le symptôme que les gens ont le plus peur. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas peur d'avoir de la douleur, j'ai pas peur de souffrir. J'ai peur d'avoir de la difficulté à respirer. Mais c'est triste parce qu'il y a 90% des patients qui sont atteints de cancer de poumon ou de maladie pulmonaire obstructive chronique qui vont avoir de la dyspnée en fin de vie. Puis, il y a au moins 70% des clients en fin de vie qui vont avoir de la dyspnée. Fait que pratiquement tout le monde en fin de vie ont de la dyspnée. On peut faire certaines démarches pour essayer de diminuer la dyspnée en otacossine. Ça peut être causé par bien des choses. Ça peut être causé par juste des sécrétions au niveau des voies supérieures aériennes. Fait un bronchodilatateur, un mucolytique, la scopolamine, ça peut tout aider. La scopolamine, là, ça fait des petits miracles. Des fois, tu as un patient qui est agité, puis tu penses qu'il est souffrant de douleur, puis souvent, c'est pas ça pendant tout, c'est à cause de la difficulté à respirer. Tu lui donnes sa scopolamine, en dedans de 20-25 minutes, là, il se calme. Fait que j'y crois beaucoup, la scopolamine. Tous les patients en fin de vie qui ont des râles devraient être initiés au scopolamine. Ça peut être causé par d'autres choses aussi, la dyspnée. Des tumeurs, des embolies pulmonaires, l'insuffisance cardiaque, des infections comme des bronchites, des pneumonies. La douleur peut causer de la dyspnée aussi. Puis l'anxiété peut causer quand même de la dyspnée. Le stress et l'anxiété. Qu'est-ce qu'on fait pour traiter la dyspnée? Ben, il y a plusieurs médicaments qu'on peut donner selon la cause, comme vous avez vu dans la diapo précédente. Si c'est une embolie pulmonaire, on va aller avec un anticoagulant. Si c'est l'anxiété, on va aller avec un anti-anxiolytique. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire pour soulager la dyspnée. Bien planifier les soins, essayer de contrôler les agents stressants, des techniques de relaxation, essayer de diminuer les activités au strict nécessaire. La position semi-Fowler au lit ou la position orthopnéique au lit. Fait que la position orthopnéique, ça leur permet d'être un petit peu plus penchés vers l'avant avec les doigts, les bras à côté sur une surface pour enlever la pression au niveau de la cage thoracique. Si il fait trop chaud dans la chambre, le patient va avoir tendance à avoir plus de difficulté à respirer. Si que le taux d'humidité dans la chambre est trop élevé, ça peut augmenter les râles. Si c'est trop sec, ça va causer encore plus de sécheresse au niveau des voies respiratoires, ça peut causer de la dyspnée. Naturellement, on essaie d'éviter les odeurs fortes, les odeurs de cigarettes, les parfums forts. Faites attention aux fleurs naturelles qui peuvent dégager des odeurs quand même assez fortes. On va parler un petit peu d'oxygénothérapie en fin de vie parce que ça aussi, autant que l'hydratation en fin de vie, l'oxygénothérapie est aussi considérée une diurétique en fin de vie. Le seul temps vraiment que l'oxygénothérapie devrait être considérée en fin de vie, c'est si votre client est dyspnéique et qu'il fait de l'hypoxie. Sa saturation d'oxygène n'est pas bonne. Okay? Là, à ce moment-là, ça serait recommandé de donner de l'oxygénothérapie. Parce qu'il faut comprendre que l'oxygénothérapie peut causer des effets secondaires qui vont encore plus déplaisants que le fait de ne pas administrer l'oxygène. Fait que souvent, l'oxygène en fin de vie, c'est juste un effet placebo. Souvent, c'est pour soulager plus la famille que le patient même. La famille a l'impression que si on donne l'oxygène, ça va améliorer les symptômes du patient. L'oxygénothérapie n'améliorera pas la fonction respiratoire du patient. L'oxygénothérapie va juste améliorer la saturation d'oxygène du patient. Fait que, en améliorant la saturation d'oxygène, le patient va être plus alerte, puis va être capable de pouvoir plus de profiter des moments avec sa famille. Mais ça n'améliore pas nécessairement
la dyspnée, sauf si il y a une hypoxémie. À ce moment-là, ça pourrait améliorer la dyspnée. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut discuter avec les familles. Ça peut aussi avoir un effet contraire, surtout pour les patients qui sont atteints de bronchopneumonie obstructive chronique, les maladies pulmonaires chroniques. La plupart des gens, nous autres, quand on a trop de dioxyde de carbone dans notre sang, ça va déclencher notre réflexe respiratoire. Donc, on va libérer le dioxyde de carbone, on va absorber de l'oxygène. Okay? Par contre, chez la personne qui a une maladie pulmonaire chronique, okay, qui reçoit des grosses doses d'oxygène, des grosses concentrations d'oxygène, il n'y aura plus de réflexe de respirer parce qu'il y a en masse d'oxygène dans son sang. Fait que des fois, même, c'est ça qui va causer l'arrêt respiratoire. Fait que ça peut être une lame à double tranchant de donner l'oxygène en fin de vie. Les études démontrent que l'efficacité de l'oxygène en fin de vie c'est pas nécessairement ce que les gens pensent que ça devrait être. En fin de vie aussi, on va aussi avoir ce qu'on appelle le râle de l'agonie. Le râle de l'agonie, vous avez sûrement tout entendu ce que c'est comme une grosse vibration au niveau de la trachée. C'est causé par une accumulation de sécrétions au niveau des voies respiratoires. Puis le réflexe que nous, les infirmières, on a, vous avez sûrement eu le réflexe, c'est d'aller suctionner les sécrétions. Faites attention à ça. Parce que le fait de suctionner les sécrétions risque d'augmenter l'irritation au niveau des voies respiratoires supérieures en augmentant l'irritation au niveau des voies respiratoires supérieures. On augmente la production de sécrétions, ça devient un cercle vicieux. Okay? Fait que dans le rôle de l'agonie, ça devient très angoissant, surtout pour les gens qui ne connaissent pas ça. C'est très angoissant pour les familles, c'est très angoissant pour les autres clients. Même les membres du personnel qui n'ont jamais vécu ça, ça peut être très angoissant pour eux autres aussi. J'ai déjà vu des familles, moi-même, qui ont demandé même l'euthanasie, même si ce n'est pas légal ici au Canada, ils ont demandé l'euthanasie chez leur personne mourante parce qu'ils ne pouvaient plus tolérer d'entendre ce râle de l'agonie-là. Fait que ça devient lourd, ça devient très, très lourd. Puis comme je disais tantôt, l'aspiration des sécrétions, c'est agressant un petit peu, ça va augmenter la production de sécrétions. Fait que des fois, les familles vont venir et vont vous dire, peux-tu venir suctionner, ça râle à plein. Il faut expliquer aux familles que c'est pas toujours nécessaire, c'est pas toujours indiqué de faire la succion des sécrétions. Puis, il faut aussi se souvenir que le fait que ça râle, ça ne veut pas dire que le patient est en détresse respiratoire. C'est juste une vibration de sécrétion. À un moment donné, le patient, c'est qu'il a perdu le réflexe de la toux. Il n'est plus capable de tousser, mais à un moment donné, à force de se ramasser avec des sécrétions, à un moment donné, les sécrétions, ils vont sortir. Fait que c'est préférable que les sécrétions sortent par eux-mêmes plutôt qu'aller essayer de suctionner les sécrétions. Fait que, comme je vous disais tantôt, le scopolamine, moi, j'appelle ça mon petit médicament miracle. Je l'ai expérimenté encore une fois l'été passé. Ma mère est décédée à l'âge de 84 ans. J'étais une erreur médicale. Elle a eu un détachement de sa valve mitrale. Puis, ma mère, même si elle avait 84 ans, elle était très active en appartement. Elle faisait toutes ces choses seule. Fait que ça a été soudain. On a su que c'était palliatif le jeudi. Elle est décédée le samedi. Puis, une des choses que ma mère m'a dit, elle dit, je ne veux pas souffrir. J'ai dit, tu ne souffriras pas. Fait que laissez-moi vous dire qu'on ne sera pas gêné sur le médicament. Puis surtout sur le scopolamine. La minute qu'elle devenait agitée, je sais qu'elle était sur son scopolamine, je faisais donner, puis en dedans de 20-25 minutes, déjà là, elle devenait beaucoup plus calme, puis elle était beaucoup moins agitée. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. On est reconnaissant que ça n'a pas duré longtemps. Parfois, on va donner du Lasix intraveineux subcutané. Par expérience, on l'a fait pour ma mère, ça n'a pas marché. La seule chose qui marchait vraiment, c'était le scopolamine pour débarrasser au niveau des bronches. Fait que changer de position fréquemment. La position semi-Fowler, si elle est tolérée par le patient, le décubitus latéral, le SIMS, un petit peu plus couché vers le ventre, peut aider au drainage des sécrétions, bien aérer la chambre,
Faites attention de ne pas avoir un taux d'humidité qui est trop élevé parce que le taux d'humidité risque d'augmenter les râles. Et on recommande de réduire, si le patient a encore un intraveineux, on recommande de réduire ou d'arrêter la solution intraveineuse si c'est possible, puis si la famille est d'accord naturellement. Les symptômes réfractaires, je sais que je vous bombarde avec un tapon d'informations. Le but, c'est pas que vous vous souveniez de tout ça. Le but, vraiment, c'est de savoir si ça peut devenir peut-être un outil de travail pour vous autres. Fait que les symptômes réfractaires, c'est n'importe quel symptôme en fin de vie qu'on va avoir, que peu importe ce qu'on va faire pour essayer de soulager, il n'y a rien qui marche. On a tout essayé, puis il n'y a rien qui marche. Et tous les symptômes que je vous ai mentionnés tantôt peuvent devenir des symptômes réfractaires. Les symptômes réfractaires qu'on voit le plus souvent, naturellement, c'est les douleurs sévères, la dyspnée et la confusion incontrôlable. Ça, c'est ce que moi, j'ai constaté le plus souvent. Fait que détresse psychologique intense, non contrôlable, qui est mentionnée ici, c'est rare que les gens, que les médecins vont considérer ça comme un symptôme réfractaire. Par contre, ça peut être un symptôme réfractaire, que la personne a tellement de souffrance psychologique qu'elle n'est plus capable. Okay? Fait que pour les symptômes réfractaires en fin de vie, on recommande la sédation en fin de vie. Okay? Puis la sédation en fin de vie, on va donner des médicaments. On va donner des médicaments pour justement, jusqu'à temps qu'on puisse soulager les symptômes. Fait qu'au fil des années, on a appelé ça de plusieurs façons. Sédation profonde, sédation de fin de vie, sédation totale, sédation terminale, sédation contrôlée. Il y a plusieurs personnes qui l'ont appelé de plusieurs façons au fil des années. La sédation palliative, c'est pas la même chose que l'aide médicale à mourir. C'est pas la même chose que l'euthanasie. C'est trois choses différentes. La sédation palliative, c'est on va donner un sommeil, on va fournir des médicaments assez pour maintenir un sommeil léger à profond, dépendant des désirs du patient. Okay? Et dans la sédation palliative, on ne vise pas la mort du patient. Okay? Le critère de réussite, c'est le soulagement des symptômes. C'est pas la mort du patient. Fait que la sédation palliative, c'est pas dans le but de prolonger la vie, c'est pas dans le but d'accélérer la mort. C'est le soulagement des symptômes qu'on vise avec la sédation palliative. Fait que c'est pas un problème éthique. Ça ne représente pas un problème éthique, la sédation palliative. Ça représente un critère de compassion. C'est le fait de faire ça par compassion pour notre patient. Et c'est une option de traitement, autrement. Fait que les gens qui s'opposent à la sédation palliative ont encore les anciennes pensées que la sédation palliative, c'était comme l'euthanasie douce, ce qui n'est pas ça pour tout. Okay? Il y en a qui l'appelaient l'euthanasie douce, il y en a qui l'appelaient la belle euthanasie. C'est pas ça pour tout. Parce que le critère, encore une fois, n'est pas la mort. Tandis que l'euthanasie, le critère de réussite, c'est la mort. Okay? Ensuite, on a l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir est légale maintenant au Canada, sous certaines conditions. Okay? Autrefois, on l'appelait le suicide assisté. C'est de fournir ou de fournir ou de faire des techniques ou des interventions dans le but de cesser la vie. Dans le but que la personne décède, mais dans la dignité. Okay? C'est légal partout au Canada, mais il y a certains critères pour que la personne doit rencontrer pour accéder à l'aide médicale à mourir. Le client, entre autres, le client ne peut pas consentir l'aide médicale à mourir à l'avance. Comme si vous faites votre testament de vie, vous ne pouvez pas dire dans votre testament de vie, moi, je vais vouloir avoir l'aide médicale à mourir. Parce que vous devez être apte à faire votre demande et donner votre consentement vous-même. Tandis qu'en fin de vie, souvent, on n'est plus capable de donner notre consentement nous-mêmes. Okay? À ce moment-là, si le patient n'est plus capable de donner le consentement lui-même, on va devoir aller avec la sédation palliative. Si le patient est capable de donner son consentement lui-même, il va avoir à rencontrer les critères que je vais vous donner tantôt.
Pour les patients qui ont une atteinte cognitive, comme les patients avec les déficits intellectuels, puis les patients atteints de démence, il y a des pourparlers en cours présentement depuis un petit bout de temps pour essayer de rendre l'aide médicale à mourir légale pour ces patients-là. Pour l'instant, ce n'est pas encore légal ici au Canada parce que la personne n'est pas apte à donner son consentement. Fait que les critères à remplir pour pouvoir demander de l'aide à mourir. Fait que faut que ça soit administré, euh, euh, que ça soit financé par le gouvernement au Canada. Il faut avoir 18 ans ou plus, sauf en Colombie-Britannique qui demande 19 ans ou plus. Il faut avoir un problème de santé grave et irrémédiable. La prochaine slide va vous expliquer c'est quoi ce qu'on entend par un problème de santé grave et irrémédiable. Il faut faire la demande d'aide médicale à mourir sans avoir de pression de l'extérieur. Il ne faut pas que ça soit la demande de la famille, il faut que ça soit la demande du patient lui-même qui est en fin de vie. Et ensuite, il faut consentir à l'aide médicale à mourir après qu'on a été informé de tous les autres moyens pour soulager nos symptômes. Et où on accroche un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on considère un problème grave et irrémédiable. Fait que les 4 critères qui sont écrits là doivent être rencontrés pour être considérés un problème grave et irrémédiable. Donc, premièrement, il faut que la personne est atteinte d'une maladie ou d'une condition médicale ou un handicap qui ne peut pas être guéri. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Alors, il y en a gros qui fitteraient là-dedans. Là, okay? Si on prend comme, par exemple, un patient qui est diabétique, on ne peut pas guérir le diabète. On peut le soigner, mais on ne peut pas le guérir. Ça veut-tu dire ça qu'il rencontre tous les critères? Non, il y a juste un critère. Okay? Ensuite, le deuxième critère, les capacités diminuent. La diminution est avancée, ne peut pas être arrêtée. Par exemple, perdu l'usage de ses bras, de ses jambes, ne peut pas respirer sans l'aide d'une machine. Fait que, on va reprendre notre patient qui fait du diabète. À moins que ses capacités diminuent progressivement, puis ça ne peut pas être arrêté, déjà là, il ne rencontre pas ce critère. Ensuite, le troisième critère, elle a des souffrances physiques et psychologiques persistantes et intolérables, ça peut être causé par plusieurs choses. Et le dernier critère à rencontrer, probablement l'un des plus importants, la mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible. On s'attend au décès en dedans des prochains jours, prochaines semaines. Le décès est imminent. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui rencontre ces 4 critères-là. Puis même, peut-être qu'à un moment donné, un patient va rencontrer les 4 critères, aurait rencontré les 4 critères, puis qu'à un moment donné, il y a une amélioration dans sa condition, puis il ne rencontre plus les 4 critères. Je donne toujours l'exemple suivant. J'ai un ami qui a fait un accident de moto, puis qui est tétraplégique. Puis il a été branché sur un respirateur aux soins intensifs de septembre à janvier quand il a fait son accident, avant qu'il puisse le sevrer de son respirateur. Tout le temps qu'il était sur son respirateur, ils ont obligé d'installer une gastrostomie, trachéotomie, toutes les tomies que vous pouvez penser. Il a fait des grosses plaidies. Il était très alerte. Pas les premiers 2-3 semaines, mais après ça, il était très alerte. Même s'il était branché sur le respirateur, il communiquait. Il ne pouvait pas communiquer par écrit parce qu'il était tétraplégique, mais il communiquait. Ils ont agréé une tablette, puis il pouvait taper avec ses yeux. Là. La technologie de nos jours, ça fait bien les choses. Fait que, il pouvait communiquer. Ils lui ont offert à répétition de septembre à janvier, jusqu'à ce qu'il se lève du respirateur, ils lui ont offert à répétition l'aide médicale à mourir. Parce qu'il rencontrait tous les critères. Puis, il a toujours refusé l'aide médicale à mourir. On se retrouve 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, il est encore en vie. Il est placé dans un foyer. Il a 50 quelques années. Il a réappris à parler, il a réappris à manger, mais il ne veut plus vivre sa vie de même. Là, il a commencé les démarches pour l'aide médicale à mourir. Le seul critère qu'il ne rencontre pas tout de suite, c'est le dernier. Sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible. Sa mort est plus prévisible. Même s'il est tétraplégique, s'il est bien pris soin, il peut vivre en gros pendant 20-25 ans. Fait qu'il ne rencontre plus les critères. Il a manqué sa chance, en d'autres mots. Fait que pour les critères pour l'aide médicale à mourir, il faut vraiment faire attention à qu'est-ce qui peut être accepté et qu'est-ce qui ne peut pas être accepté. Fait que
L'euthanasie, par contre, c'est donner volontairement la mort par compassion. Puis le critère de réussite, au contraire de la sédation palliative, le critère de réussite, c'est la mort du client. Fait qu'on donne des doses mortelles de médicaments. Tout de suite, au Canada, c'est encore pas légal. Il y a certains pays que c'est légal, il y a certaines personnes, surtout aux États-Unis, qui vont aller dans les États jusqu'à c'est permis pour avoir l'euthanasie. Au Canada, toujours illégal, des pourparlers qui s'en suivent, mais il n'y a rien qui a été définitif qui a passé dans la loi. Pour les gens qui sont intéressés, la session que je viens de donner est combinée habituellement avec la première partie que j'ai donnée lundi. Je l'offre sur une période de 3 heures. Je l'offre dans les foyers de soins un petit peu partout. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Il y a aussi 2 autres sessions que je donne dans les foyers de soins, surtout dans les foyers de soins que je la donne, qui pourraient peut-être être d'un intérêt pour vous autres. La première session, c'est mieux comprendre la maladie d'Alzheimer et les démences. C'est une session d'environ 3 heures. Puis ensuite, j'ai la session La gestion des comportements difficiles reliés aux démences, qui est aussi une session de 3 heures. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, à la toute fin de la présentation, vous savez mes coordonnées avec mon numéro de téléphone, mon adresse courriel. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message.